Dès que toi, tu acceptes de changer, de lâcher des choses ou d'avoir un autre point de vue, en fait, il y a une immensité d'opportunités qui se créent. Cet épisode, c'est un épisode que je souhaitais faire depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Roland. Roland qui est prof de yoga et coach en PNL et qui va nous partager son parcours, qui va aussi nous parler de souffrance au travail et de comment lui-même a été victime de souffrance au travail, comment il a su rebondir, comment il a su se réinventer et comment aujourd'hui il accompagne des personnes pour les aider à retrouver un peu plus de sens et surtout, peut-être le plus important aussi, un meilleur équilibre de vie entre vie professionnelle et vie privée. Je sais qu'on est très nombreux, très nombreuses à être confrontés à ce type de difficultés sur notre lieu de travail, alors je suis très honorée de partager cet épisode avec vous. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le noter et de le partager aux personnes qui peuvent être intéressées. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Roland et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors, pour commencer la discussion, j'aimerais juste qu'on prenne un temps pour que tu puisses te présenter et est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs ton parcours qui est multiple à la fois dans le monde du yoga et dans la PNL et aussi, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a motivé à devenir prof et coach dans ces domaines. Mhm. Eh bien, bonjour. Merci déjà pour cette invitation dans ton très intéressant podcast. Alors, pour me présenter, alors, il y a quelque chose que j'aime bien en termes de présentation, c'est de se présenter à partir des valeurs, de nos valeurs. Je trouve que ça éclaire plus sur ce que l'on est que après ce que l'on fait, voilà, ce que je vais t'expliquer aussi, mes métiers et puis un petit peu mon parcours. Donc peut-être oui, commencer par ces valeurs, c'est quelque chose que j'aime bien faire en présentation. Il y a deux valeurs qui sont très importantes pour moi et qui me guident et je pense qu'on les retrouvera dans ce podcast. C'est l'authenticité déjà, voilà, la capacité à être ce que l'on est vraiment. Euh, et puis la liberté aussi, qui est, depuis que je suis indépendant et que j'ai goûté à cette liberté, me semble un vrai délice. Et puis peut-être deux autres que je rajouterais qui sont un petit peu complémentaires, qui contribuent à mon équilibre quand elles arrivent à s'équilibrer justement. L'écologie de soi, donc c'est la capacité à, voilà, à s'écouter, à nourrir la vie en soi. Et puis l'engagement, qui est plutôt l'autre pendant, là, voilà, d'être dans l'action. Et j'aime bien avoir 1000 projets et être à fond dans ce que je fais. Donc voilà un petit peu le cadre de ma personnalité. Sur mon activité professionnelle, ben, depuis 2016, j'accompagne en fait des hommes et des femmes, alors très souvent dans des moments de vie, alors toujours connectés à l'univers professionnel, mais qui demandent beaucoup d'engagement ou qui sont des situations d'épuisement parfois. Le but de mon accompagnement, eh bien, c'est de les aider à préserver leur santé, leur équilibre de vie dans ces moments-là où il faut donner un petit peu plus que d'habitude. Voilà, on le verra un petit peu dans mon parcours, mais je me suis dit, c'est dommage en fait d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves, mais au détriment de ta santé ou de ta vie familiale ou de tes relations. Donc ça me semble important d'amener cette dimension-là là, de préservation de soi dans ces moments. Donc sur mes métiers, si vous voulez, plus vaste, au plus concret. Donc j'ai plusieurs métiers, comme tu l'as dit, je suis professeur de yoga, donc j'enseigne le yoga, alors à la fois au grand public et puis à la fois en entreprise. Je suis formé en coaching, donc sur du coaching généraliste dans une école de coaching. Depuis cette année, je suis formateur et coach en respiration. C'était un peu mon projet de l'année 2023, donc qui est devenu voilà, une nouvelle pierre dans mon offre. Et puis je suis également praticien en PNL, en programmation neurolinguistique. Donc, je pense qu'on aura aussi l'occasion de préciser un petit peu ce que c'est. Voilà, et puis pour quand même avoir un tableau complet, je suis papa, je suis marié, donc je vis à Annecy, entre le lac et les montagnes, dans un environnement voilà, très proche de la nature. Et je suis passionné de montagne, donc voilà, là tu vois, je regarde au-dessus de la caméra la neige tomber sur les montagnes en face de moi et j'attends de chausser mes skis. Et c'est vrai que la montagne, c'est quand même un élément assez important de ta personnalité. C'est quelque chose qui est essentiel, je pense, à ton équilibre. Oui, c'est vraiment
Alors, c'est vraiment la passion qui traverse ma vie, qui a traversé toute Mm. ma vie depuis que je suis tout petit. Voilà. Alors, je suis pas originaire d'une zone de montagne, mais depuis que je suis tout petit, je rêve de montagne et venir ici aussi, c'était une manière ouais, d'accomplir, de toucher ce rêve d'enfant là, de devenir un montagnard avec, tu vois, des cordes, des piolets, voilà. J'étais plongé dans Frison Roche quand j'étais jeune, voilà. Ouais. Et puis finalement, ça ressemble assez à mon métier, tu vois. Je dis souvent, j'aurais bien aimé être guide de haute montagne. Alors, j'ai pas pu l'être pour différentes raisons, ou j'ai pas eu assez la volonté de l'être. Mais aujourd'hui, voilà, dans les processus d'accompagnement, de coaching, ben, on retrouve un petit peu là, ces mêmes dimensions. Voilà, de choisir un objectif avec son client et puis de l'accompagner. Mais c'est lui quand même qui marche et qui fait le job et qui a l'honneur d'arriver au sommet quand il y arrive. C'est vrai que c'est très joli cette image en fait finalement du guide dans tes accompagnements. Et je me demandais du coup, qu'est-ce qui t'a amené au yoga? Alors le yoga, je suis tombé dedans un petit peu par hasard, il faut bien l'avouer. Ah oui. Donc effectivement, ouais, je peux retracer rapidement là, mon parcours et puis ce moment là peut-être de rencontre avec le yoga parce qu'il explique beaucoup pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et comment je le fais. Donc il y a une dizaine d'années, j'étais dans une société de marketing direct, donc sur des postes de management. Donc j'ai été pendant une dizaine d'années responsable d'un service client, donc sur une petite unité d'une dizaine de personnes. Et puis ensuite j'ai été directeur industriel, donc je pilotais un site industriel de marketing direct avec une centaine de personnes. Et c'est un moment où alors à la fois j'ai baigné dans un stress très fort parce que c'était de la production, donc il y avait beaucoup d'enjeux, voilà, de délais, de qualité, des délais, de budget aussi. Euh, et puis j'étais arrivé dans un poste qui était pas tout à fait celui où je devais être. Moi j'étais quand même plutôt dans un univers relation client, dans ma culture. Et là j'arrivais dans un milieu très industriel, plutôt fermé, dans lequel je me sentais pas forcément à ma place et voilà, sur lequel j'étais pas hyper compétent. En tout cas, je me trouvais pas hyper compétent et hyper efficace. Et puis c'était une période aussi où j'ai commencé à être en désaccord assez fort avec ma direction sur le management qu'on me demandait d'appliquer. Euh, et finalement, c'est peut-être plus ça, tu vois, avec le regard, le recul là, des années. C'est plus le décalage des valeurs que la charge de travail ou la charge de stress qui ont fait que c'est devenu invivable. Donc à cette époque, oui, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser des pratiques voilà, pour gérer mon stress, gérer mon émotion et mes émotions, et puis aussi essayer de délier les tensions physiques. Alors j'ai commencé plutôt par la respiration, tu vois, j'y reviens que maintenant. Mais les premières techniques, je crois que j'ai essayé d'explorer, c'était la cohérence cardiaque parce qu'on en parlait et que c'était un petit peu connu et que c'était facile à utiliser. Voilà, donc vers 2012, là j'ai eu quand même des passages où mon corps m'a envoyé des signaux très très forts, comme quoi on était vraiment en sur-régime. Voilà, j'ai réussi à réadapter un petit peu mon poste en partenariat avec mon dirigeant de l'époque pour que ce soit vivable, mais voilà, c'est pas le poste où je m'épanouissais. Et puis un jour, ma femme, elle m'a dit, donc c'était un dimanche matin, j'étais dans mon canapé lessivé de ma semaine de boulot, donc lessivé à la fois voilà, physiquement, mentalement, puis en me disant, bah voilà, je m'éclate plus dans mon métier, et c'est en train aussi de fuiter, tu vois, de transpirer sur mon univers personnel. Et voilà, tu t'es dit, j'adore la montagne, voilà, on allait grimper, faire de l'escalade. J'avais tout ce que je voulais, c'est-à-dire j'avais ma famille, mes amis, l'escalade, le beau temps, voilà. Et pourtant, j'étais pas heureux, quoi. J'étais, tu vois, sur mon rocher, là, un petit peu en train de, pas de bouder, mais d'être tout introverti. Je m'étais vraiment perdu à ce moment-là, je pense. Et puis donc un jour, ma femme, elle me dit, bah écoute, il y a un cours de yoga dans le petit village d'à côté, c'est un cours découverte. Alors je t'avoue, j'y suis allé un peu en traînant les pieds, je me suis dit, wow, j'ai déjà passé une semaine difficile, je me suis pas éclaté toute la semaine, et là maintenant, il faut que j'aille faire du yoga. Alors je me voyais avec des grands-mères, tu vois, en train de chanter le home. Euh, et je vais à ce cours de yoga, donc j'avais un petit peu, tu vois, tout le poids du monde sur mes épaules. Hein, côté boulot, j'arrivais pas à me sortir de cette situation, je sentais que je perdais de l'énergie, j'étais plus motivé, ça avait de l'impact sur ma famille. Je rentre dans ce cours de yoga, et je sais pas, au bout d'un quart d'heure, je me mets, tu vois, à sentir quelque chose qui est en train, tu vois, comme un volcan un petit peu là au niveau du plexus solaire, du sternum, là, qui est en train de monter.
Et puis je me mets à pleurer, tu vois. C'est un cours vinyasa, tu vois. On faisait des cobras, des bhujangasana, et tu vois, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux chaque fois que voilà, j'avais cette posture d'ouverture. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer là, Roland? Donc j'ai dû passer une demi-heure du cours à moitié en larmes, tu vois, à bouger, à faire cette pratique de yoga en me disant, mais c'est quoi qui est en train de se passer, quoi? Et je suis ressorti de ce cours, en fait. Donc c'est un cours d'1 heure, tu vois, découverte, donc pas un truc voilà, extraordinaire. Je suis ressorti de ce cours, je me suis dit, mais en fait, Roland, t'es pas bien dans ta situation. Bah, si t'es pas bien, bah, change de situation. Et ce qui va pas, c'est ton job, bah, change de job, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Donc en 1 heure, je me suis dit, waouh, ça fait 3 ans que je réfléchis à ce que je veux faire, dans quelle orientation il faut que j'aille. Et là, en 1 heure de yoga, tout devient limpide. Et en plus, j'ai la motivation de le faire, quoi. Donc je suis rentré chez moi et je dis à ma femme, bah écoute, alors, je lui ai pas dit ça tout de suite en rentrant du cours, mais je pense, tu vois, 1 ou 2 jours après, je lui ai fait, écoute, je pense que je vais changer de boulot là dans 2-3 mois, je me laisse un peu encore le temps de réfléchir. Puis je pense que je vais changer parce que j'ai fini ce cycle et je m'épanouis plus là. Elle me dit, bah écoute, c'est pas la peine d'attendre 2-3 mois, je pense qu'on est tous d'accord que tu t'épanouis plus, donc voilà, change. Et puis c'est comme ça que alors ce qui est amusant, c'est que on a quand même de la chance en France, tu vois, on dit souvent du mal de l'État français, de l'organisation de la France. Moi, j'ai pu faire une rupture conventionnelle, je pense que c'est quand même un truc incroyable de dire, voilà, je me mets d'accord avec mon employeur, on fait une rupture conventionnelle, on se sépare, voilà, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de procès, de procédure, voilà. J'ai mes droits au chômage, voilà, on se quitte en bons termes. Et j'ai 2 ans pour reconstruire quelque chose. Donc quand je quitte mon job, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. La seule chose que je sais, c'est que je suis en train de mourir à petit feu dans cette mission et qu'il faut vraiment que je change et que j'aille vers autre chose. Et le soir où je signe ma rupture conventionnelle, donc ça faisait 2-3 ans que je cherchais, le soir où je signe ma rupture conventionnelle, je vais au yoga, donc continuer le yoga évidemment. Et puis je dis à ma prof, bah, c'est chouette, grâce au yoga là, que j'ai découvert, je me suis dit que j'allais changer de boulot et j'ai signé ma rupture conventionnelle à midi, donc merci à toi. Donc elle est devenue toute pâle, elle me fait, non mais Roland, fallait pas faire ça, t'as des enfants près de maison, t'avais un super job, qu'est-ce que t'as fait? Alors je fais, non mais c'est ok, j'avais fini ce que j'avais à faire là-bas, maintenant il faut que je passe à autre chose. Et ce soir-là, elle me dit, bah écoute, j'ai été appelé par un investisseur qui veut investir dans un studio de yoga sur Annecy. Et elle me dit, bah moi en organisation, j'y connais rien, voilà, pour donner des cours, c'est mon métier, mais organiser, voilà, créer une structure, c'est pas mon truc. Alors elle me dit, bah est-ce que tu veux pas venir avec nous? Et puis on crée un studio de yoga, donc avec l'investisseur, elle qui amenait la partie vraiment yoga, enseignement, puis moi plutôt dans l'organisation. Donc je me suis retrouvé, tu vois, dès que j'ai eu lâché ce que j'avais dans les mains, mon gros fardeau qui me pesait, je l'ai posé grâce au yoga. Et voilà, instantanément, tu as des nouvelles opportunités qui s'offrent. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que le yoga est rentré dans ma vie. Donc après, j'ai créé là, le studio de yoga sur Annecy. Donc j'ai baigné dans le yoga, voilà, j'ai pu me former, je suis parti me former pendant 1 mois en Indonésie. Et puis je me suis dit, bah, le yoga c'est chouette parce que ça te donne cette énergie, ça te donne cette motivation, ça, voilà, il y a ce côté boost et puis reconnexion à soi aussi. Je parlais d'authenticité tout à l'heure, de se reconnecter à ce que l'on est. Mais après, quand même, quand tu veux mettre en œuvre des choses, eh ben, il faut que tu aies aussi la partie mentale. Donc je me suis dit, bah, ce serait bien d'avoir aussi un outil voilà, après de réflexion, poser un objectif, utiliser cette énergie dans la bonne direction. Et c'est là que j'ai découvert moi la PNL, la programmation neurolinguistique, et puis je me suis dit, on en parlera peut-être tout à l'heure, que finalement bah, les deux ils se ressemblaient énormément. Voilà, il y en avait un qui avait plus une approche corporelle, l'autre plus mentale, mais que c'était un petit peu finalement le même process là, de se dire voilà, je repars de mon identité, de mes valeurs, de ce que je suis, et puis j'essaye de contribuer au monde avec ma vision et puis mes talents du moment. Mais c'est super intéressant, hein. Enfin, je savais pas du tout et c'est marrant de voir finalement comment est-ce que parfois les choses peuvent se mettre en place quand on ose quelque part, parce que ça a été quand même une décision courageuse que t'as prise, accompagnée aussi par ta femme, l'importance aussi, je pense, d'avoir du soutien de sa sphère familiale, et peut-être aussi l'important de parler de ça, parce que finalement, si t'étais pas allé voir la prof à la fin du cours, bah ça se trouve, t'aurais jamais eu cette opportunité. Ouais, je crois que c'est important ce que tu soulignes.
moi, l'importance de l'entourage, je pense, dans ces Mhm. situations où on est voilà, en épuisement, en perte de sens, en burn-out, dans des transitions. Voilà, alors tu peux le faire tout seul. Oui, C'est difficile de le faire mm, contre les autres, et en tout cas, quand les autres ils te soutiennent là-dedans, bah, c'est un super beau cadeau qu'ils te font. Et je pense que pour qu'ils te soutiennent, bah, faut que tu aies aussi cette capacité d'exprimer, d'expliquer ce que tu es en train de vivre. c'est ça. Donc d'aller dire, bah voilà, je suis pas bien, j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à prendre plaisir dans les passions. Si je suis peut-être moins normal dans le couple ou dans la vie de famille, bah, c'est pas parce que je vous aime moins, mais c'est parce que voilà, je vis mal ma situation professionnelle. Et si les autres y comprennent, ils vont forcément t'aider en fait. Mhm. Donc ouais, ce côté de dialogue, d'échange, il est important. Et puis oui, ce côté, c'est que dès que tu changes, dès que toi tu acceptes de changer, de lâcher des choses ou d'avoir un autre point de vue, en fait, il y a une immensité d'opportunités qui se créent, quoi. Moi, j'ai Mhm. cherché pendant, tu vois, de 2012 à 2015. Donc 2012, c'est le moment où je fais un peu mon burn-out. En tout cas, j'étais en sur-régime et physiquement, ça allait pas. Jusqu'à 2015 où je lâche, pendant 3 ans, j'essaie de chercher, tu vois, chez des partenaires, je fais des candidatures spontanées, je réponds à des annonces et il se passe rien. Mhm. Tu vois, j'avais un super profil, il se passe rien, quoi. Et dès que tu acceptes de dire, OK, c'est plus pour moi, je change, tout s'ouvre. Dans la semaine où j'ai signé ma rupture conventionnelle, j'ai eu 3 propositions d'embauche après, alors que j'en avais pas eu une pendant 3 ans. C'est incroyable. Et du coup, t'as quand même, je trouve ton parcours, il est très intéressant parce qu'il a cette particularité du fait que t'as vécu, du coup, cette phase proche du burn-out, cette phase de recherche, etc. Est-ce que, du coup, en tant que prof de yoga, tu observes finalement peut-être plus chez certains élèves cette partie de leur vie où ils se sentent pas bien, etc. Est-ce que tu arrives à plus détecter ça chez tes élèves? Oui, oui, ça va même au-delà, c'est que, alors, voilà, le yoga aujourd'hui, il est très très varié. Il y a plein de manières de pratiquer le yoga. Alors déjà sur des aspects techniques, philosophiques, etc. Et puis je pense que ce qui fait qu'on apprécie un prof ou qu'on accroche avec un prof, c'est que il nous livre aussi un discours où il nous propose des choses dont on a besoin là sur le moment. Euh, et c'est vrai que moi, bah, tout ce parcours là, qui a mis quand même, on va dire, peut-être 5 ans, 5, 6 ans à se faire entre le moment où je me rends compte que je suis pas bien, le moment où je vis ma période de crise, où j'essaye de retrouver de l'équilibre, où j'accepte de changer, où je me forme et que je retrouve quelque chose, c'est voilà, c'est plusieurs années. Donc c'est long, c'est beaucoup d'efforts. Et je me suis dit, je vais te dire un truc, le premier cours de yoga que j'ai fait, donc celui dont je t'ai parlé là, le premier cours, je me suis dit, waouh, c'est tellement fort, ce truc-là, le yoga, il faut que tu le transmettes. Donc tu vois, alors j'avais pas formalisé dans ma tête le fait d'être prof, mais je m'étais dit, ok, là tu viens de découvrir une pépite et il va falloir que tu l'offres aux autres, quoi. Donc quand j'ai voilà, créé mon activité, je me suis dit bah, comment toutes ces pépites là que moi qui m'ont aidé, bah, je peux les condenser, les raccourcir et puis les proposer de façon un petit peu plus accessible à des personnes qui en auraient besoin. Et ça transpire évidemment dans ce que je suis, dans la manière dont je parle, dans la manière dont je construis mes cours de yoga aussi. Et je pense que ça attire aussi des gens qui se reconnaissent un petit peu dans ce discours, qui se disent tiens, bah, Roland il a vécu ça, c'est ce que je suis en train de vivre, voilà, moi aujourd'hui, je vais aller à son cours ou je vais aller à un accompagnement coaching parce qu'il va pouvoir m'apporter un peu cette expérience et ce qu'il a aidé lui. Donc c'est vrai que dans mes cours, voilà, j'ai potentiellement des personnes qui sont dans ces situations un peu de voilà, avant l'épuisement professionnel ou après, ou en tout cas dans des conflits de valeurs. Et c'est oui, c'est quelque chose qu'on détecte parce que dans les thématiques, par exemple, des cours de yoga, bah, il y a des choses qui vont toucher les gens, puis ça crée toujours voilà, le petit moment d'échange à la fin du cours ou un petit message après le cours en disant tiens, ce que tu as dit, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, merci, ça m'a aidé. Et voilà, donc ça permet aussi de créer ce lien et puis d'échanger sur ces situations. Je trouve que tu soulignes quelque chose qui est très très important et je pense que parfois on passe à côté. C'est-à-dire que parfois, quand on est entrepreneur, on a tendance à beaucoup mettre au centre finalement les besoins des clients ou les besoins des personnes qu'on accompagne, ce qui est très bien en soi. Mais finalement, d'être très clair avec ce que nous, on a à offrir permet finalement de trouver les personnes qui ont besoin de cet accompagnement et c'est un peu ce que tu as fait, j'ai l'impression. Alors moi, je suis un petit peu feignant.
Ah, faut pas dire ça, j'ai pas l'impression, Roland. Non, non, pas feignant, mais voilà, je travaille beaucoup et je suis très engagé. Mm. Mais j'aime bien quand les choses, en fait, elles sont simples et naturelles. Ouais. Ça veut dire que je suis feignant, mais Mhm. voilà, j'aime bien être efficace Ouais. dans mon domaine, quoi. Et je pense que tu es efficace dans ce que tu as vécu, dans ce que tu connais bien, dans ce qui est, voilà, ce qui est incarné en toi. C'est-à-dire que mon parcours, voilà, il est ancré dans mes cellules, alors à la fois avec des souffrances que j'ai vécues et à la fois avec des Mhm. moments incroyablement beaux. Euh, et quand tu utilises ça, en fait, bah, c'est forcément puissant, quoi. Tu Mhm. vois, tout à l'heure, je te reparlais là, de ce premier cours de yoga, là, c'était il y a, je sais pas, 8 9 ans. J'en ai encore de l'émotion, quoi, quand j'en parle, Ouais. quoi. Tu vois, donc, quand tu utilises ça comme énergie dans ton Mhm. métier, voilà, c'est forcément puissant. Alors, c'est pas puissant tous les jours à tous mes cours de yoga, Ouais. mais il y a ce truc sur le long terme où tu te dis, voilà, il y a un message derrière, il y a une construction qui veut offrir quelque chose. Et ça, je pense que c'est important. Et voilà, pour des professeurs de yoga aussi qui nous écoutent, aujourd'hui, il y a beaucoup Mhm. de concurrence dans le yoga, en tout cas une offre de cours très, Ouais. très forte. Bah, se dire, voilà, comment je peux offrir ce que je suis, en fait. Bah, je pense que c'est un beau cadeau pour soi déjà en tant que prof, parce que voilà, on va pouvoir donner ce qui nous caractérise, notre Mhm. identité, et puis ben, ça va forcément parler à une partie de la population. Non, non, mais c'est très très juste. Et du coup, c'est vrai que là, tu te dis, finalement, ton premier cours de yoga, tu l'as pris il y a 8 9 ans. C'est ça qui a déclenché pas mal de choses derrière, mais c'était du coup bien avant la crise du Covid. Or, Hum, la crise du Covid, elle a eu ce déclencheur chez beaucoup de monde, un petit peu ce que tu décris, c'est-à-dire un ras-le-bol professionnel, un conflit de valeurs aussi. Et du coup, elle a déclenché des démissions en masse, etc. etc. Est-ce que toi, tu as vraiment observé ce changement, sachant que tu exerçais déjà comme prof de yoga et accompagnateur PNL? Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, cette crise? hum. Alors, je pense que la crise, moi, la vision que j'en ai, c'est que ça a été un accélérateur et un Ouais. amplificateur des choses. C'est-à-dire Mhm. que les personnes qui étaient plutôt bien, tu vois, dans leur environnement, bah, ils ont plutôt bien vécu là, les premiers confinements. Enfin, moi, je sais que ça a été des moments, voilà, vraiment d'intimité familiale qui étaient extraordinaires, quoi, de pouvoir passer du Mhm. temps ensemble, d'aller se balader une demi-heure dans la forêt à 1 kilomètre. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais, Il faisait beau là en mars 2020. Enfin bon. Donc moi, c'est vrai. je l'ai très bien vécu et je pense que des gens qui étaient dans des situations déjà de crise, bah, ça a amplifié la crise. Mhm. C'était assez amusant à cette période. Donc moi, je fais sur la partie coaching beaucoup finalement de l'accompagnement sur des transitions professionnelles. Et la plupart des coachings que j'avais commencé avant la crise les a stoppés pour la plupart. En fait, c'est des gens qui étaient, tu vois, le mindset de 2019, là, où tout va bien, c'est florissant, Ouais. croissance. Donc, ils se disaient, tiens, je vais changer, je vais en profiter pour changer. Mhm. Bah, le fait que le Covid arrive et que ça amène beaucoup d'incertitudes, ça les a plutôt stoppés, bloqués, en se disant, bah, finalement, ma situation, elle est pas si mal que ça. Et je vais peut-être la garder, c'est pas mal. Et puis, tu en as d'autres qui ont débuté effectivement des réflexions à ce moment-là en se disant, bah non, le rythme que j'avais, c'est plus soutenable, je vois que je suis épuisé. Et j'ai ce temps-là de décompression pendant le Covid où bah, j'ai le temps de me poser les bonnes questions, de laisser un petit peu le train ralentir. Et, euh, et du coup, des gens qui ont démarré voilà, des réflexions là-dessus. Donc, je pense que ça a été un amplificateur, un petit point de rupture aussi. Et puis, il y a effectivement des problématiques qui étaient déjà là avant, qui sont un petit peu amplifiées, d'autres qui sont nouvelles après cette crise du Covid. Et ce qui moi m'intéresse aussi, c'est que là, du coup, il y a pas mal de personnes qui font appel à toi dans ces moments de transition professionnelle. Cependant, il existe, et je pense que tu les connais aussi, tous ces dispositifs qui sont mis en œuvre au niveau de la santé au travail, ou même dans des dispositifs parfois qui peuvent accompagner les salariés à changer de situation professionnelle. Mais pourtant, on a l'impression qu'ils sont pas toujours efficaces. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur ces dispositifs. Et finalement, peut-être qu'est-ce que toi tu apportes en complémentarité ou qu'est-ce que tu apportes de différent. Mhm. Euh, alors, je vais être peut-être assez dur sur ces Hmm. dispositifs. Euh, En tout cas, les résultats sont pas là. Donc, je ne sais pas Ouais. si c'est ces dispositifs qui sont pas à la hauteur ou pas appropriés ou pas efficaces
ou le monde du travail qui est dans une mutation tellement rapide que voilà, ces accompagnements n'arrivent pas à suivre. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que l'état en fait de santé physique, mentale des salariés, il est dans une situation qui est catastrophique. Je crois qu'il faut se le dire. La semaine dernière, tu as suivi un peu l'info, il y a une étude qui est sortie du cabinet Empreinte Humaine, qui a fait un sondage avec Opinionway sur justement l'état un peu de santé des salariés et puis des travailleurs en France. Et les chiffres, c'est une catastrophe. Là, j'en ai noté quelques-uns. Presque un salarié sur deux est en situation de détresse psychologique, 44%. Donc 44% des salariés se ressentent en détresse psychologique. Ils évaluent à 32% le nombre de salariés qui sont en risque de burn-out, donc qui ne sont pas encore au burn-out, mais pas loin. Et aujourd'hui, il y a 12% des travailleurs qui sont en burn-out, donc qui sont en arrêt pour burn-out. Ça représente 2 400 000 personnes qui sont en burn-out. Truc de fou, quoi. Mais c'est incroyable. Et tu sais sur quel type de professionnels les études ont été faites? Alors, c'était un panel très varié. Ils avaient étudié d'un panel très très large, un petit peu toutes les catégories possibles. Et alors, dans les chiffres, là, ils montrent. Alors, tu as des populations où tu te dis, oui, ils sont peut-être plus à risque. Alors, dans celles qui ressortent, qui sont les plus touchées, tu as les femmes. Donc, moi, dans mes accompagnements aujourd'hui, c'est 90% des femmes. Parce que je pense que déjà, les hommes ont peut-être plus de facilité à changer de boulot. Alors, je parle plus de facilité, c'est-à-dire que la société leur offre plus de facilité à. Et puis, il y a quand même toujours cette charge familiale, sociétale qui pèse sur les femmes, qui font que je pense que c'est beaucoup plus dur pour une femme de gérer du pro et du perso en même temps. Donc, les femmes très touchées. Beaucoup les postes de management avec cette difficulté à recevoir des instructions qui viennent d'en haut et puis devoir les transcrire sur le terrain avec des disparités, des choses qui sont irréconciliables entre des impératifs économiques et puis la situation du terrain. Et puis des populations, tu vois, que j'aurais pas identifiées. Il y a alors les plus de 60 ans qui sont aussi beaucoup touchés. Donc là, un peu, tu vois, les transformations du process de retraite, je pense, à augmenter un petit peu cette charge et ce stress de se dire comment je vais faire pour bosser jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans. Les télétravailleurs aussi sont plus touchés que ceux qui sont sur site. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, tu vois. Je m'étais dit, tiens, le télétravail, c'est plutôt bien, le télétravail hybride, tu vois, tu es 1 ou 2 jours chez toi ou 3 jours. Et en fait, on voit que les télétravailleurs ont plus en fait de souffrance psychologique que les autres, les télétravailleurs, pardon. Et puis la dernière population, pareil, je n'aurais pas imaginé, les moins de 29 ans, très touchés par les risques de burn-out et l'anxiété. Donc tu vois, ça fait quand même alors déjà beaucoup de monde, et puis des situations très très variées. Alors après, pour des causes différentes, tu vois, on a parlé de la retraite. Je pense pour les jeunes, quand tu vois les incertitudes aujourd'hui économiques, internationales, écologiques, environnementales, sociales, c'est clair que peut-être ça questionne plus que quand nous on a démarré notre vie professionnelle. Ouais. Après, le fait de commencer, d'être à cette période en dessous de 30 ans finalement, tu es aussi dans une période, et tu l'as dit quand tu nous as partagé ton parcours, ce moment où tu te sens incompétent. Et finalement, se sentir incompétent dans un métier, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait comme sensation, parce qu'on a l'impression de ne pas réussir à être utile, on a l'impression de ne pas retirer les fruits de ce qu'on fait. C'est un peu compliqué. Et ça rejoint aussi une étude que moi j'avais étudiée pour mon mémoire, parce que je m'étais basée sur la souffrance au travail des soignants plus spécifiquement, où en fait ils expliquaient que c'est un peu le biais du survivant finalement. Les soignants qui durent très longtemps dans leur poste, c'est ceux qui ont résisté. Et finalement, il y en a qui finalement arrêtent avant. Et en fait, la période charnière de mémoire, c'était entre 25 et 34 ans. Là, c'est cette période en fait un peu charnière. Et
pour revenir à ta question là, sur les accompagnements, dans l'étude, il y avait une analyse aussi. Il disait que seulement 2 salariés sur 10 avaient sollicité un acteur interne dans l'entreprise pour évoquer leur situation. Donc tu vois, tu as 50% à peu près de la population qui est mal, mais tu n'en as que 20% qui osent en parler en interne. Donc je pense que là, il y a un vrai problème de communication dans les entreprises et dans les organisations. Et sur les 2 sur 10, là, les 20% qui en ont parlé en interne, il n'y en a que 40% qui ont reçu une réponse favorable. Donc ça veut dire qu'on a, sur la population globale, 50% qui sont mal, qu'on a 20% qui osent en parler, et tu n'as que 8-9% qui trouvent finalement une réponse en interne dans l'entreprise. Non, mais c'est terrible. Hein. Donc, je pense que les process aujourd'hui d'accompagnement, d'écoute sur ces thématiques-là, elles sont, le terme qui me vient, c'est à côté de la plaque, quoi. C'est pas adapté en tout cas ni à ce qui est en train de se passer, ni à l'ampleur et à l'intensité de ce qui est en train de se passer. Et est-ce que tu arrives à identifier pourquoi ? Alors ça c'est ma vision à moi, c'est de mon point de vue. Je pense que déjà c'est très, c'est valable dans plein de choses dans notre société. Tout est très déconnecté en fait. C'est-à-dire que tu vois, c'est un petit peu comme en médecine, je sais pas, moi je m'étais fait mal au genou, tu vas avoir un rhumatologue et il te regarde que ton genou et il te soigne que ton genou, quoi. Donc là c'est un petit peu pareil, c'est t'as un problème, on va essayer de mettre une petite action, voilà, donc tu vas avoir une action QVT, tu vas avoir une sensibilisation à, l'égalité, tu vas avoir un petit atelier de yoga sur chaise pour les tensions. Ça va être des choses qui vont être déconnectées après de ton univers de travail. Donc, quand tu as eu ce petit atelier là, qui est pertinent dans la manière dont il est fait et puis son contenu. Mais après, quand tu ressors de ça, en fait, tu retrouves ta vie professionnelle normale où tu reprends toute la pression et en fait, ça a servi presque à rien, quoi. Donc, c'est mieux que rien, à nouveau, tu vois. C'est un peu comme en écologie, là, toutes les petites choses qu'on fait, c'est mieux que rien. De se dire, tiens, on va arrêter le glyphosate dans 10 ans, c'est mieux de se dire ça que de pas se le dire. Mais ce serait quand même bien de l'arrêter dès maintenant parce qu'on sait que ça fait des dégâts, quoi. Donc, pour le bien-être, au travail, je pense qu'il y a ça déjà, là, c'est que ça manque de connexion, tu vois, la médecine du travail d'un côté, un peu l'entreprise et puis le management d'un autre, des prestataires externes comme moi qui sont spécialisés dans la qualité de vie au travail, le salarié qui va faire ses démarches et en fait il n'y a pas de cohérence là-dedans et du coup il n'y a pas d'effet sur la globalité. Petit exemple que je donne souvent, là on m'avait interrogé pour donner des cours de yoga à des infirmières dans un organisme de santé. Il fallait que j'aille leur donner 15 minutes de yoga pendant leur pause le matin. Alors, je me disais, d'un côté, c'est mieux que rien. Peut-être que ça va leur faire du bien à certaines d'avoir 15 minutes de yoga pendant leur pause. Mais si c'est juste ça et quand elles ressortent, elles continuent de vivre ce qu'elles vivent, ça sert à rien en fait. C'est t'es en train de décoper avec un dé à coudre un bateau qui est en train de couler, quoi. Donc déjà, je pense cette coordination un peu de tous les acteurs et puis toutes les personnes impliquées, je pense que ce serait bien de le faire. Je pense que dans les cursus de formation aussi, il manque plein de choses sur la communication, l'écoute, sur là, on parle beaucoup de collaboration, de coopération, d'intelligence collective, mais en fait, on est programmé pour être individualiste en fait dans nos cursus, quoi. Moi je vois, j'ai des enfants à l'école. Alors oui, ils font des petits travaux de groupe, mais c'est quand même l'individu, tes résultats à toi, l'évaluation par rapport aux autres. Donc on est un peu dans ce... Et ça ressortait aussi dans l'étude, ils disaient les gens, ils ont l'impression que le monde est de plus en plus individualiste. Donc on a chacun nos problèmes et puis on n'essaye pas de mettre ça en commun. Je pense qu'il manque des vrais temps, d'écoute, d'échange. Tu arrives au boulot, tu dois tout de suite être dans l'action et tu es tout le temps dans l'action jusqu'au soir où tu rentres chez toi, tu as tes petites pauses café, tu veux, et puis ta petite pause repas quand tu as le temps. Mais il n'y a pas ces vrais temps d'écoute, d'échange, de prendre la météo de l'autre, d'essayer de faire évoluer les choses. Ou alors ils sont vraiment trop petits quand ils existent. Non, mais c'est très très juste ce que tu dis là. Et puis il manque, je pense, une nouvelle vision du monde du travail. C'était une émission là, je sais plus, je crois que c'était sur France Inter. Il y avait une des personnes, elle disait en fait, c'est pas les salariés qui sont malades,
c'est le monde de l'entreprise, c'est les Bah entreprises. oui, Tu vois. tout à Et fait. essayer de soigner les salariés, en fait, ça sert à rien parce qu'on continue voilà, à créer cette souffrance derrière. Donc je pense que voilà, retrouver à quoi sert le travail, vers quoi on a envie d'aller là dans les 10, 20 années qui arrivent, euh, comment ce travail les reprendre voilà, une importance dans la vie de chacun. Et voilà, moi je vois nos parents, ils se posaient pas ces questions. Enfin moi mes parents, hein, qui sont la génération baby boom, je pense pas qu'ils avaient ces questionnements de sens sur le travail, alors que nous on les a, donc il va falloir les nourrir, il va falloir trouver vers quoi on a envie d'aller avec ça, quoi. Mhm. Après, je pense que c'était pas les mêmes générations. Enfin, moi, je vois du coup, j'ai été confrontée assez régulièrement là ces derniers temps à l'hôpital à des personnes qui ont bossé toute leur vie sans se poser de questions finalement Mhm. et qui finalement arrivent bah, malheureusement à une période où ils sont à la retraite, donc ils sont libres. Ils ont parfois de l'argent parce qu'ils ont beaucoup amassé avant, parce qu'ils en ont surtout pas profité, mais en fait ils se retrouvent avec une santé hyper dégradée et en fait le couperet est extrêmement dur parce qu'ils se disent mais en fait j'aurais peut-être dû profiter avant d'arriver à la retraite dans un état pas possible. Mhm. C'est vrai, après je vois, je pense que chaque génération elle a un peu sa motivation à Mm. travailler. Moi je réfléchissais, je me disais, bah tiens, mes grands-parents, là, qui avaient une vie, voilà, mon grand-père, on avait un qui était mineur, l'autre qui travaillait plutôt voilà, en usine, mes grands-mères qui étaient plutôt, tu vois, femmes au foyer, etc. En fait, le but du travail, en fait, c'était de vivre, en fait, de survivre, Oui. d'avoir à manger, d'avoir un toit. Donc, c'est vraiment les fonctions physiologiques et biologiques de base. Mhm. Et je pense que ça avait du sens de dire, bah voilà, je vais au travail. Alors, c'était dur. Je ne pense pas que tu t'éclatais tous les jours. Quand Non. tu es mineur de fond, je ne pense pas que tu prennes beaucoup de plaisir. Mais tu te dis, voilà, quand je rentre, je sais que ma famille, elle a à manger. Je Mhm. sais qu'elle a du charbon pour mettre dans le poêle et avoir chaud. Et il y a un toit sur notre tête et il y a un jardin avec des légumes. Et ben, je sais pourquoi je fais les choses. Voilà, les générations de mes parents, baby boom, bah, eux, ils ont c'était l'accès au confort et puis aussi un statut social. Donc voilà, de se dire, bah maintenant j'ai ma voiture, j'ai mon frigo, j'ai une place sociale, je suis fier Mm. du métier que je fais. Et c'est ça qui les a nourris. Euh, et puis ben moi voilà, je commence à être un peu vieux, je suis un peu cette génération charnière là où j'ai été vraiment biberonné là-dedans, de dire voilà, bah, choisis un métier qui te donnera accès à un statut social. Je l'ai fait et c'est chouette et je le regrette pas. Je me dis bah voilà, j'ai une maison, j'ai un petit jardin, mes enfants ont ce qu'il faut pour vivre normalement. Donc je regrette pas tout ce que j'ai fait, mais bah, à 40 ans, tu te dis ok, mais en fait, comment je trouve l'énergie de travailler encore 20 ou 25 ans comme ça, quoi, maintenant que j'ai tout coché, quoi. Donc c'est quoi le Bah ouais. sens du travail? Mhm. Et puis on voit les jeunes générations, ils se posent la question, voilà, à 25 ans, à 29 ans, quoi. Mm. Ouais, et même parfois beaucoup plus tôt. Moi, j'ai été Mm. étonnée dans mes camarades de classe, mais qui se posent des questions, et elles ont raison hein, de se poser des questions, bah là, en fait, on a envie de profiter, de voyager, bah donc on va faire plutôt des CDD, plutôt des remplacements, comme ça, on acquiert de l'expérience, on voit peut-être les secteurs qui nous conviennent le mieux, mais on va se prévoir un voyage de 2 mois l'an prochain. Et je me dis, c'est vrai que, enfin, c'est une nouvelle génération qui est intéressante aussi sur ces plans-là. Donc oui, je pense qu'il faut voilà, il faut à la fois qu'on travaille là pour le court terme, ben, ces processus d'accompagnement, qu'on les fasse Mhm. évoluer, et puis aussi qu'il y ait voilà, bah, peut-être nous un petit peu chacun de nous, et puis aussi des chercheurs, des penseurs qui disent voilà, c'est Ouais, quoi le monde du travail de demain, quoi. Parce que ça va changer, tu vois, juste avant d'enregistrer, on parlait d'intelligence artificielle, enfin il y a mhm. plein de métiers qui vont C'est clair. muter, disparaître. Euh, voilà, la production aujourd'hui industrielle, bah, elle peut être grandement automatisée. Maintenant, on Mhm. va automatiser les process intellectuels, tu vois. Mhm. Enfin, on parlait, voilà, tu crées une formation aujourd'hui, bah, tu demandes à ChatGPT et il te crée ta formation. J'exagère un peu, mais dans 5 ans, on y sera. Oui. Donc voilà, c'est quoi la valeur aussi de l'humain dans ce process bah, de production au sein de l'entreprise, quoi. Donc ça, c'est Ouais, des non, vraies questions voilà, qui sont sociétales et qui nous dépassent. Mhm. Ouais, mais c'est intéressant et je trouve que c'est intéressant que tu les poses. Et en effet, c'est vraiment repenser le système tout entier. Et à un moment, de toute façon, ça se fera. Ce sera obligé. Au vu de ce que tu décris, au vu des chiffres que tu avances, on peut pas. En fait, on continue. Enfin, si on continue comme ça, on va aller dans le mur, quoi. Et je me demandais justement si tu arrivais à avoir
Tu m'as dit, du coup, c'est 90% de femmes que tu accompagnes. Est-ce qu'au niveau des tranches d'âge, tu remarques qu'il y a plus une tranche d'âge que l'autre ou pas forcément? Alors, il y a quand même un peu cette charnière de la quarantaine. Ok. Quand j'étais jeune et que je voyais les amis de mes parents faire la crise de la quarantaine, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces vieux là? Ils ont tout ce qu'il faut et ils nous font une dépression à 40 ans, mais c'est vraiment stupide. Et puis, bah, je suis passé par là aussi. Donc, voilà, je pense Ouais. que c'est une période de questionnement. Alors, je dis, on dit crise de la quarantaine, mais on a le droit de la faire à 30, à 35, à Oui. 45, à 50. Il y a quelque chose de symbolique, mais en fait, je pense que c'est la crise de quand tu as construit ce que tu avais à construire. Mhm. Voilà, en termes de professionnel, à 40 ans, bah, tu quand même dans la maturité de ton exercice, tu as peut-être construit une famille, tu as peut-être construit d'autres choses, des passions, etc. Et tu te dis, ok, maintenant, comment je me projette vers quelque chose, une nouvelle construction vers l'avant. Donc il y en a qui arrivent à cette période à se dire, bah, j'ai tout mis en place pendant 40 ans, bah, maintenant je vais en profiter, et puis tu vois, il y a quelque chose d'assez linéaire, et voilà, je vais au boulot le lundi, je rentre le vendredi soir, je fais mon petit barbecue le dimanche, voilà, de très lisse. Donc c'est chouette, hein, Mhm. moi j'admire ceux qui arrivent à profiter de ça, moi j'ai pas su faire. Et puis sinon, il y a ce questionnement. Donc quand même, moi j'ai beaucoup de clients et de clientes dans cette charnière-là. Ok. Mais ce que je remarque quand même, donc ceux-là, hein, c'est beaucoup voilà, épuisement, parce que ça commence à être fatigant à 40 ans de travailler et puis d'avoir des enfants. Beaucoup la crise de sens, se dire voilà, à quoi Mhm. ça sert tout le temps et l'énergie que je passe dans mon boulot. Les crises de valeurs aussi, de se dire bah, en fait, je suis plus d'accord avec les valeurs de mon entreprise ou de mon management. Et tout ça a des impacts sur ma santé physique, mentale. Donc ça, c'est un peu le premier prototype. Et ce que je constate quand même, c'est que j'ai de plus en plus de clients ou de clientes jeunes, donc tu vois, à 28, 30 ans, qui arrivent en me disant, bah, en fait, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de travailler parce que c'est une pression trop forte, parce que le métier que je suis en train de faire, il contribue à détruire l'environnement ou à détruire la santé des autres. Ou dans le milieu de la santé, de l'éducation ou du service public, c'est j'adore mon métier, mais en fait le cadre dans lequel on me demande de le faire, c'est impossible de le faire. Ah, tu connais bien le milieu médical, mais Mhm. de se dire là, quand tu es dans le soin, tu peux pas avoir 2 minutes 34 pour faire une perfusion et Mhm. 18 secondes pour changer de chambre et 2h34 Mhm. pour faire une autre perfusion. C'est pas du soin, ça. Tu reviens à l'usine, au Fordisme Mhm, c'est des ça. débuts, quoi. Mhm. Donc des gens là qui se disent en fait très tôt, bah, en fait c'est plus possible, ça colle plus avec ce que je me sens de faire et de donner. Euh, donc voilà, c'est un peu, voilà, il y a quand même ce rajeunissement du questionnement qui est quand même assez marqué. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Alors là, on va passer dans la partie un peu plus solution. Là, on a Mhm. dressé, et merci, tu as dressé un état des lieux très pertinent. Du coup, moi, la première chose qui m'intéresse, c'est au niveau du yoga. Donc, tu as parlé du yoga que tu proposais en entreprise. Tu as aussi parlé de la limite, parfois, du yoga en entreprise. Mais selon toi, comment les outils du yoga, ils peuvent quand même contribuer au bien-être des individus dans leur contexte vraiment professionnel? Alors moi je trouve que la grande puissance du yoga quand même, c'est que dans l'instant présent, dans le présent, dans le court terme, Mhm. ça marche toujours. Mais oui, non, C'est c'est quand même vrai. un outil qui est incroyable pour ça. Enfin, voilà, tu vas à un cours de yoga, alors on viendra dans le contexte de l'entreprise, mais tu vas à un cours de yoga, tu fais 1 heure de yoga, tu ressors, t'es bien, quoi. Enfin, t'es mieux que quand t'es rentré, quoi. Donc, C'est clair. quand même, ce qui est fort dans le yoga, c'est ça demande pas de matériel, ça demande pas de capacité particulière. Tu y consacres le temps que tu veux, voilà, 5-7 minutes le matin, 1 heure si tu as le temps d'aller à un cours, un quart d'heure en début d'une réunion, et tu as des bénéfices. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, il n'y a pas que le yoga, hein, là on parle de yoga parce que nous, on est Mm. évidemment adeptes du yoga, mais il y a d'autres choses qui peuvent aussi fonctionner. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que le yoga dans la vie, mais en tout cas, c'est un outil qui est efficace, voilà, sur la réduction du stress, sur le bien-être physique, donc tu vois, toutes les tensions physiques qu'on accumule dans notre Mhm. journée, la régulation émotionnelle, euh, voilà, c'est cette idée là de retrouver de l'équilibre intérieur. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment aujourd'hui une bouée de sauvetage ou un fil d'Ariane qui est, moi, enfin, je peux pas me passer de ça dans ma vie aujourd'hui. Donc il y a ce côté d'efficacité très court terme qui me semble très très pertinent. Alors moi, ma vision du yoga, hein, c'est que le yoga doit
aller partout et il peut aller partout. C'est-à-dire que le yoga, c'est pas que sur un tapis dans le studio de yoga avec un petit peu d'encens et la prof qui a mis la jolie playlist. Voilà, il faut qu'on aille dans les entreprises. Moi, je fais du yoga dans des entreprises. Alors, ça peut être des cours un petit peu bien-être comme on ferait en studio de yoga, mais on est capable, je suis capable aussi de faire du yoga dans une salle de réunion avec des gens qui sont en costard et en tailleur. On peut faire ça dans une salle de pause à l'hôpital, même si on n'a pas de place, debout. Enfin, voilà. De se dire, il faut qu'on arrive à rendre le yoga utile là où il doit être utile, et du coup il faut qu'il se transforme, qu'il s'adapte. Donc des moments on en enlève des morceaux. Moi, il y en a qui me disent non mais c'est plus du yoga parce que tu as perdu le côté spirituel des textes anciens. Je fais oui, mais quand je vais dans une entreprise, dans un hôpital ou dans un atelier de production, je vais pas leur parler de Patanjali, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ils ont 20 minutes, un quart d'heure, et il faut qu'ils relâchent leur tension et qu'ils retrouvent du calme. Donc le yoga là-dessus, oui, est super. Donc ce côté, revenir dans l'instant, retrouver de l'équilibre. Et puis je dis souvent, moi, le yoga, c'est un peu mon cheval de Troie, là, tu sais, dans la légende de la mythologie grecque. Là. Vous avez fait le beau cheval en bois, et puis les autres, ils disent, ça a l'air bien, viens, on le fait rentrer dans les murailles de Troie. Et puis après, on peut débarquer dans l'entreprise. Donc il y a un petit peu ça. Le yoga, ça a quand même aujourd'hui plutôt une bonne image, hein, finalement. Tu vois, moi, quand j'ai commencé en 2015-2016, même 2017-2018, quand tu allais voir certains patrons en leur disant on va faire du yoga dans l'entreprise, t'étais pas toujours bien accueilli, hein, voire même le contraire. Aujourd'hui, quand même, ça s'est beaucoup popularisé, ça touche quand même beaucoup de monde. J'ai pas les chiffres des pratiquants de yoga, mais je sais pas si on n'était pas autour de 10 millions de Français qui avaient déjà testé le yoga ou qui pratiquaient, donc c'est quand même assez énorme, sur 6. Et du coup, créer un cours de yoga dans l'entreprise, c'est assez facile parce que les gens savent qu'ils vont avoir ce petit moment de bien-être et c'est un petit peu à la mode. Donc voilà, on rentre comme ça. Et puis après, c'est aussi l'occasion de transmettre un peu cette philosophie du yoga, alors de façon moderne. À nouveau, je vais pas parler de Patanjali dans un atelier, même si ça pourrait être très intéressant, mais en tout cas, d'essayer de casser un peu cette vision très caricaturale que peut avoir le yoga parfois. Et de se dire, juste parler de retrouver un moment d'intention, retrouver un moment de centrage, retrouver un petit moment de météo intérieure. Voilà, rien que ces petites choses qu'on fait presque à chaque fois en début de cours de yoga, que ça devienne une habitude, c'est-à-dire que tu arrives à ton poste de travail, au lieu de te jeter sur ta boîte email ou sur ta machine, et tu prends ce petit temps là, juste ça peut être quelques secondes. Je prends une bonne respiration, je me dis ok, c'est quoi qui est important aujourd'hui dans ma journée, comment je me sens. Est-ce que je vais arriver à interagir positivement avec les autres ou est-ce que je suis un petit peu en colère et ça va être chaud? Voilà, de prendre ce temps-là, déjà, c'est énorme. Et puis d'apprendre à se reconnecter à soi. Alors, le terme, il est un petit peu trop yoga, mais juste de retrouver une relation saine avec soi. Et du coup, à partir de ça, de voir qu'on arrive à recréer des relations saines avec les autres. Parce que beaucoup des tensions aussi, elles sont des tensions collectives. Donc se dire, le yoga va aussi me permettre, parce que je suis plus posé, plus ancré, plus aligné avec ce que je suis et ce que je veux, de mieux communiquer et du coup d'avoir des résultats qui seront meilleurs dans mon travail d'équipe, dans l'ambiance dans l'équipe, dans plein de choses, quoi. Ça peut être de la créativité, ça peut être de la productivité, peu importe. Mais en tout cas, je vais avoir des résultats plus efficients à partir de ça. C'est super intéressant. Et là, tu as parlé de plusieurs outils. Est-ce que tu utilises, sachant que tu as ajouté à ton panel d'activités cette spécialité, presque cette spécificité sur la respiration, est-ce que les outils du pranayama, ce sont des outils que tu utilises beaucoup plus en entreprise ou pas forcément? Alors, je les utilise tout le temps, mais en entreprise, oui, je trouve que c'est un outil qui est tellement incroyable. Juste reprendre conscience de sa respiration. Mais tu sais, nous, on est yogis, ça devient un peu habituel de reprendre conscience de sa respiration. Mais les premières fois que tu fais faire ça à quelqu'un, c'est magique. Ouais. Je me rappelle un des premiers accompagnements que j'avais fait. C'était un dirigeant d'entreprise, donc d'une petite PME qui avait une 50aine de personnes.
Et il voulait réfléchir, voilà, un peu sur son équilibre de vie au travail, son management, sa communication et tout. Donc on avait fait, je sais plus, peut-être 8-10 séances, tu vois, de 2 heures. On parlait de management, de communication non violente. Euh, voilà, on avait vu plein de théories sur le management et puis de mise en application. Et puis à chaque fois, on faisait tout le temps en début de séance une petite pratique de respiration, tu vois, pour se synchroniser et puis être là et puis pouvoir être efficace. Et puis à la fin du protocole de coaching, il y a toujours la phase un peu de bilan. J'avais dit, c'est quoi, voilà, avec quoi tu repars, c'est quoi le trésor que tu as trouvé dans cet accompagnement. Alors je m'attendais à ce qu'ils me disent, oui, alors sur le pilotage de mes équipes, la performance de mon entreprise, tu vois, des trucs comme ça. Et il me fait, tu sais, Roland, le truc le plus beau que tu m'as appris, c'est à respirer, quoi. Ouais. Et il me dit, maintenant, quand je suis au feu rouge, je pense à toi au lieu de m'énerver parce que le feu, il est rouge. Je fais de la respiration et je suis tellement bien, quoi. Ouais, c'est magique. Donc voilà, donc quand on connaît pas, on peut se dire, voilà, quelqu'un qui écoute le podcast et qui ne fait pas de respiration et qui est stressé, ils se disent, c'est quoi ces deux extraterrestres? Mais non, c'est ouais, le mot c'est magique, quoi. Et tout ce que tu peux faire avec la respiration, parce qu'on utilise beaucoup la respiration pour se calmer, s'apaiser, voilà, la cohérence cardiaque, des choses comme ça, et c'est très bien. Mais tu peux aussi utiliser la respiration pour redévelopper de la créativité, pour être plus présent, pour te stimuler. Donc voilà, c'est une vraie boîte à outils, quoi. Donc voilà. Et donc l'impact sur le système nerveux, je pense il n'y a pas mieux quand même. C'est-à-dire que tu es en accès direct avec ton système nerveux. Et puis quand tu sais tous les effets que ça a sur voilà, toute ton énergie, la vie de tes cellules, ta digestion, ton sommeil, tu te dis ok, il faut que je respire, mais vraiment, quoi. Ton cerveau aussi, et ça je trouve que Ouais, c'est enfin moi je le vois avec nos patients qui sont malheureusement du coup insuffisants respiratoires, qui ont des pathologies respiratoires. En fait c'est très très associé, en tout cas la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive est vraiment associée, hein, les études le prouvent, avec un déficit au niveau cognitif. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais vraiment tout ce que tu décris c'est essentiel, et donc bien respirer en fait c'est la base de la base, et je trouve que c'est super que tu puisses l'amener justement partout, y compris en entreprise, et ça m'étonne pas ce que ton client t'a partagé, parce que je pense que c'est peut-être ça qui a été la clé pour plein de choses derrière. Bah, c'est la base en fait, tu vois, la respiration, c'est le process pour moi le plus basique de la vie, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu peux t'arrêter de manger pendant voilà, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu peux t'arrêter de boire 2, 3 jours. Tu peux t'arrêter de bouger un grand moment. Mais respirer, c'est tout le temps, quoi. Donc, c'est ce qui crée la vie de tes cellules. Donc, tout part de là. C'est-à-dire que si tu respires mal, tu peux pas être créatif, tu peux pas être efficace. Tu vas être fatigué. C'est-à-dire que voilà, si tu surventiles, si tu t'es dans une respiration très thoracique, et t'arrêtes pas d'engranger de l'oxygène et que tu as un rythme respiratoire très très rapide, tu peux pas créer de l'énergie au sens vraiment biologique, hein, comme ça. Et puis ça va s'inscrire en toi, et puis ça va se dérégler, tu n'arriveras plus à dormir, tu vas mal digérer. Donc c'est la base de tout, quoi. Et ça aussi, c'est un message que j'aimerais bien passer, c'est que c'est pas normal de mal respirer, c'est pas normal de mal digérer, c'est pas normal d'être stressé, c'est pas normal de mal dormir. Moi, j'entends plein de gens qui me disent « Ouais, je suis stressé, mais c'est normal parce que j'ai des enfants et j'ai un métier. Je dors plus la nuit, mais c'est normal parce que j'ai des gros dossiers à suivre. » Non, c'est pas normal, quoi. Ça doit revenir. Ça devrait revenir quelque chose, voilà, les fondements de la société, se dire quand on est en mauvaise santé, c'est pas normal, quoi. Ça, c'est un truc qui m'énerve dans la société. Non, mais t'as tout à fait... Tu mets le doigt sur un énorme problème, mais j'ai envie de te dire, il y a un problème peut-être qui est à l'origine de celui-ci, c'est qu'il y a des personnes qui sont même pas conscientes qu'elles ne digèrent pas, qu'elles ne respirent pas. Enfin, je sais plus, la dernière fois, je posais la question à une de mes patientes, je lui disais, mais votre sommeil, il est comment? Elle me dit, je sais pas si je dors bien ou pas. Et c'est... Déjà, cette prise de conscience, je trouve, je me dis, bon, voilà, si la personne est déjà consciente qu'elle est stressée, qu'elle dort mal, je me dis, ça peut être la porte d'entrée pour quelque chose, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont même pas conscientes de ça, donc c'est vraiment très, très compliqué. Tu nous parlais cette prise juste une petite parenthèse sur cette prise de conscience, elle est essentielle, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas pris conscience que tu es mal, ou que tu es en souffrance, ou que tu n'es pas d'accord avec les valeurs de ton entreprise, voilà, tu parlais de porte ouverte, là la porte elle est fermée pour le coup.
Et dans les process de burn-out, tu as quand même ce déni, alors qu'il y a un déni un peu conscientisé, et je l'ai vécu et j'étais très fort Ouais. là-dedans et je suis toujours très fort là-dedans de me dire Ok. non mais là j'ai un petit peu mal au dos mais c'est normal, tu vois ce truc, Ouais. je suis fatigué mais c'est normal, ça va s'améliorer dans 6 mois, je vais tenir, voilà. Je pense que cette phrase-là, ça va tenir, c'est la pire quoi. Quand on commence Mhm. à se dire non mais c'est bon, je vais arriver à tenir, c'est vraiment là, il faut qu'on s'assoie, qu'on respire et qu'on se dise ok, en fait, contre quoi je suis en train de lutter parce qu'en fait, ça va pas tenir. Et les gens qui tombent en burn-out, c'est voilà, c'est moi, je suis quand j'ai fait, alors, il y a plein de manières de faire des burn-out. Hein. Moi, j'ai eu un gros dérèglement rénal, enfin un truc trop bizarre. Et c'était en vacances, quoi. C'est-à-dire le deuxième jour de mes Mhm. vacances, tu vois, le premier jour de mes vacances, je suis parti, je me suis dit waouh, Roland, là, t'es trop fort, t'as géré cette année qui était hyper dure et ça a tenu, tu vois, tu t'avais dit que ça allait tenir et ça a tenu, c'est bien, Roland, quoi. Et le lendemain, j'étais aux urgences, quoi. Et tous les gens que je vois là qui craquent, c'est vraiment quelque chose de subi. Et 5 minutes avant, ils disaient ça va tenir, quoi. C'est pas quelque chose qu'on voit Ouais, arriver, quoi. ouais, ouais. Donc oui, avoir conscience de son état, c'est important. Et je pense que le yoga, il nous apprend à ça, quoi, à être voilà, Mhm. connecté à notre état physique, émotionnel, respiratoire, mental, énergétique. Et ça, oui, c'est à nouveau quelque chose de fondamental. Et tu parlais du yoga comme un peu un cheval de Troie. Est-ce que finalement, dans les entreprises, est-ce que c'est par le biais du yoga que tu amènes tes outils de PNL ou pas forcément? Alors ça dépend, c'est un peu il y a deux portes en fait. Ouais. Voilà, il y a des gens qui vont venir me voir en me disant ben tiens la souffrance elle est plus physique ou j'ai beaucoup de tension physique ou dans mon équipe on a des problématiques de posture et du coup bah, c'est le yoga qui est qui répond aux besoins primaires et puis après on va rajouter quand même la couche mentale de se dire ok bah maintenant on va réfléchir à l'environnement de travail, aux relations Mhm. interpersonnelles, aux situations de tension. Ou parfois, on me dit, bah tiens, j'aimerais bien changer, donc j'ai besoin d'une méthodologie, d'une stratégie, donc là, ça va être plutôt coaching et PNL. Mais à un moment, on voit bien que si le corps, il converge pas avec le mental, en fait, ça va pas fonctionner à 100%. Quoi. Ok. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, voilà, je veux pas être un spécialiste du corps parce que le corps sans le mental, ça sert à rien. Et Ouais. je veux pas être un spécialiste du mental parce que le mental sans le corps, ça sert à rien. Quoi. Mhm. Et c'est amusant parce que, tu vois, moi je viens du milieu du management, c'est que le mental, c'est-à-dire que tu es payé parce que tu es un cerveau sur pattes, quoi. On veut ta matière grise et ton corps, il sert à rien, quoi. Il est inutile et on n'en parle jamais, quoi. Donc, je suis venu de ce truc que mental, que rationnel. Et dans le milieu du yoga, parfois on trouve presque l'excès inverse, c'est-à-dire de dire, voilà, C'est c'est vrai. le corps, le cœur, donc écoute ton cœur, écoute ton intuition, fais confiance à l'univers. Alors, je suis d'accord avec tout ça. Mais si tu es dans ton canapé à faire confiance à l'univers, il va rien se Mhm. passer, quoi. Donc il faut que tu aies les deux là qui se disent ok le corps et le mental. Alors souvent on les oppose et c'est aussi je pense une erreur parce qu'ils sont interconnectés mais au sens biologique du terme à nouveau quoi. C'est-à-dire que ton intelligence elle n'est pas que dans ton cerveau, dans ta boîte crânienne. Voilà ton corps a une intelligence. Ton mental capte ce que ton corps est en train de faire et la manière dont il le fait et ça l'impacte aussi. Donc il faut se dire voilà, comment les deux là ils retrouvent une synergie positive, c'est un peu le terme que j'aime bien, c'est retrouver une synergie positive entre le corps et le mental bah, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs en restant en bonne santé quoi. C'est ça le but de la vie pour moi. Quoi. Non, c'est sûr. Et dans les outils de... Enfin, déjà, la programmation neurolinguistique, ou en tout cas, comment est-ce que toi, tu la pratiques? Qu'est-ce que c'est, si tu devais la résumer rapidement? Alors la PNL, donc programmation neurolinguistique, ça a été créé par deux chercheurs dans les années 70 et au début ils se sont dit pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui réussissent bien leur vie, alors réussir au sens très très Oui. large, hein, pourquoi il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent pas. Donc ils Mhm. sont allés étudier des artistes, des politiciens, des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des gens qui étaient pleinement heureux. Enfin, et ils se sont dit on va étudier un peu leur comportement, leur mode de pensée, leurs petites habitudes, leurs rituels. Et on va essayer de faire une compilation de tout ça et on va le ramasser un petit peu dans des protocoles et on va mettre ça à disposition du grand public pour que tout le monde puisse réussir et être heureux. Donc c'est un peu ça l'intention de départ de la PNL. Donc c'est quelque chose qui est c'est pas scientifique, mais c'est basé, voilà, c'est très pragmatique et moi c'est ce que j'ai bien aimé dans la PNL, c'est voilà, il y en a qui ont fait ça, il y en a plusieurs qui ont fait ça, qui ont utilisé, je sais pas, les valeurs, des techniques d'atteinte d'objectifs, des techniques de communication,
et ça a bien marché pour eux. Donc, peut-être que moi, je peux m'approprier ça et le tester dans ma vie, et peut-être ça va bien marcher. Donc, c'est pas un remède magique, la PNL, c'est plutôt voilà, une sorte de grande boîte à outils sur comment atteindre un objectif, comment être aligné dans sa vie, comment bien se connaître, dans la dimension un peu développement personnel, comment bien communiquer avec les autres, et comment avec tout ça, moi ma vision c'est comment tu contribues au monde, c'est-à-dire comment avec ta petite identité, là, notre fameux dharma des yogis, comment avec ça, là, tu contribues à la marche de l'univers et de ton monde. Donc, si on revient plus concrètement, voilà, c'est comment tu vas atteindre un objectif. Donc, moi, j'utilise beaucoup dans mes protocoles de coaching. Voilà, c'est analyser ta situation initiale, te poser la question de quels sont les enjeux, quel est l'objectif que tu veux atteindre, quelles sont les options, quel plan d'action tu peux mettre en œuvre. Et puis après, tu as toute une boîte à outils qui vient compléter ça. Okay, super intéressant. Et c'est vrai que c'est très concret et très pragmatique comme approche. Et c'est peut-être parfois, c'est vrai, ce qui manque un petit peu au yoga. Donc je trouve que c'est bien que tu aies pu finalement lier les deux dans tes accompagnements. Et en particulier, moi, je me suis intéressé à la PNL sur la thématique des valeurs parce que, on en parlait tout à l'heure, à un moment, je me suis dit, je suis profondément en souffrance à cause du management qu'on me demande d'appliquer quand j'étais manager. Et je me suis dit, en fait, pourquoi, quoi? C'est quoi le problème, quoi? Et je suis tombé sur ce mot de valeur que j'avais jamais trop conscientisé. Et je suis allé gratter un petit peu et c'est comme ça que je suis tombé sur la PNL. Et aujourd'hui, les valeurs, c'est vraiment un travail que j'adore faire, qui est toujours super puissant. C'est de se dire, OK, finalement, on va faire un travail un peu plus profond sur quelles sont nos valeurs personnelles. Et pour moi, c'est une vraie boussole. C'est-à-dire que quand tu sais quelles sont tes valeurs, moi je t'ai cité les miennes au début, en fait, tout est simple parce que tu sais ce qu'il faut que tu fasses dans ta journée, quand tu as une décision à prendre, est-ce que c'est cohérent avec tes valeurs? Tu dois avoir, je sais pas, je dois faire une mission dans une entreprise, est-ce que ça va coller avec mes valeurs ou est-ce que ça va tirailler? Est-ce que je suis d'accord d'y aller si ça tiraille? Et du coup, tu es tout le temps ancré, aligné. Alors parfois, il faut sortir un peu de ta zone de confort aussi, comme on dit, mais en tout cas, tu le fais en conscience et c'est toi qui choisis et tu n'es plus en train de subir des choses extérieures. Non, mais c'est très juste, hein, et moi je le vois beaucoup. C'est une question qu'on pose dans nos bilans pour nos patients, et c'est vrai que les patients, souvent en fait, je pense que la maladie peut aussi nous permettre de plus réfléchir aux valeurs. En tout cas, c'est quelque chose que j'observe. Et c'est vrai que suivant les valeurs des patients, on ne va pas forcément les accompagner pareil. Et j'ai trouvé que c'était très pertinent finalement de se présenter par rapport à ces valeurs, parce que et tu l'as très justement dit, c'est souvent ça qui parle le plus, bien plus que notre parcours quelque part. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est génial, c'est-à-dire, je sais pas, tu es en train de traiter quelqu'un qui a un cancer, si tu as quelqu'un qui a les valeurs d'engagement, de dépassement de soi très très fortes, ou quelqu'un qui a les valeurs de sécurité, tu vois, de sécurité et de santé très très fortes, faut pas leur parler de la même manière. Si tu leur parles de la même manière, il y en a dans un des deux cas, ça va pas marcher, quoi. Même tu peux avoir des effets négatifs. Donc ouais. Et dans une équipe, voilà, quand tu comprends les valeurs de l'autre, tu comprends ses comportements, tu comprends ses réactions, ça devrait être obligatoire, quoi. Je parlais tout à l'heure, il manque ces temps en entreprise. Voilà, il ne devrait y avoir aucune équipe en France qui travaille sans connaître les valeurs des autres, quoi. Les valeurs des autres, et nous on avait fait un exercice très intéressant en dernière année d'Ergo pour justement nous préparer à travailler en équipe, ou à la fois connaître ses valeurs personnelles que tu as très bien décrit, mais aussi choisir finalement des valeurs pour le groupe de travail. Et c'est vrai que ça c'est hyper intéressant parce que parfois c'est pas totalement en adéquation avec la priorité de nos valeurs, mais pour autant pour ce groupe c'est ça qui va fonctionner. Et comme tu le dis, ça n'existe pas dans les milieux du travail, alors que ça devrait l'être. Et tu vois, la connexion là dont tu parles entre les valeurs individuelles et les valeurs de l'équipe, pour moi, c'est vraiment la clé du succès. Parce que tu as plein d'entreprises qui ont des chartes de valeurs, des équipes qui ont des valeurs collectives. Alors nous, nos valeurs, c'est bienveillance, écoute, machin, bidule. D'ailleurs, voilà, il y a des valeurs qui ont tellement été utilisées qu'elles me parlent plus beaucoup. Tu vois, la bienveillance, pour moi, on a vidé le sens du mot tellement qu'on l'a utilisé. L'écoute aussi, voilà, tout le monde me dit, moi, ma qualité, c'est écoute. Si tout le monde avait écoute comme valeur dans le monde, ça devrait bien se passer normalement, et c'est pas le cas. Bref. Et du coup, de se dire comment, moi, mes valeurs
personnelles qui sont forcément différentes des valeurs collectives, comment il peut y avoir une liaison ou comment mes valeurs individuelles contribuent au groupe, comment le groupe nourrit mes valeurs individuelles. Et ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, voilà, dans ma société, il y avait la charte de valeurs de notre entreprise dans le hall. Et en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, moi, j'arrivais, je disais ça, zéro sens, quoi. Zéro motivation, zéro utilité. Enfin, ça servait à rien, quoi. Ça faisait beau dans le hall, quoi. Ouais, c'est dommage, hein. Mais après, ça rejoint ce que tu dis, finalement. C'est une restructuration au niveau global, quoi. Ouais. Et si on revient un peu plus au niveau peut-être individuel, est-ce que là, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, quels seraient tes conseils pour une personne qui nous écoute et qui serait dans une situation de souffrance ou en tout cas de gros questionnements au travail, qui se retrouve plus vraiment dans sa vie professionnelle? Est-ce que tu aurais une petite checklist de choses, d'actions à mettre en place? Déjà, je pense qu'il faut qu'on arrête d'accepter la souffrance. Je pense que ça, c'est Alors, il y a des moments de souffrance, il y a des moments qui sont intenses. Moi, même dans mon métier aujourd'hui, où j'ai tous les leviers, où je m'éclate et je fais ce que j'aime, il y a des moments qui sont durs, il y a des moments où tu souffres, où tu es stressé, tu as mal au dos, etc. Donc, il y a des moments qui peuvent être courts de souffrance, mais quand la souffrance est tout le temps, tous les jours, il ne faut pas l'accepter, en fait, déjà. Ça, ce serait mon premier message, c'est de dire, voilà, quand je sens que tous les jours je me lève et que je vais au boulot, moi, tu vois, j'arrivais le matin, je mettais la main sur la poignée de mon bureau et je sentais vraiment le poids et une sorte de gros soupir. Et ça, quand c'est tous les matins, c'est pas possible. Donc déjà se dire, voilà, quand j'ai ça, il faut que je prenne un petit moment où je m'arrête. Et puis que je me pose des questions, que j'essaie de noter peut-être, qu'est-ce qui me fait souffrir de façon récurrente. Moi, il y a une phrase qui m'a vraiment poussé pendant mon changement, c'est la phrase de Gandhi, c'est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est-à-dire que c'est toi en fait qui as les leviers pour changer ta vie et ta situation. Personne d'autre va le faire à ta place. Donc il y en a qui vont aider. Voilà. Moi je parlais tout à l'heure de ma femme, elle a été un soutien dans mon changement, mais si moi j'avais pas voulu changer, ma femme m'aurait pas fait changer. Donc c'est à nous de changer individuellement, de se dire voilà, je dois transformer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'après voilà, la santé, les relations. Voilà, moi, on parlait de la quarantaine, si j'enlève tous mes amis qui ont fait un burn-out et tous mes amis qui ont divorcé, il reste plus grand monde quand même, il n'y a pas eu de crise, quoi. Donc voilà, avant ça, il faut qu'on soit dans la lucidité de se dire, voilà, ok, ma femme risque de me quitter si je suis toujours mal comme ça, ou ma santé risque de lâcher si je suis toujours mal comme ça. Alors, les petites questions que je pose souvent, moi, en début d'accompagnement, la première que je pose souvent, c'est combien de temps tu peux tenir dans cette situation? Donc ça, je pense que c'est une vraie question à se poser de manière lucide, c'est de se dire, voilà, combien de temps je tiens sans que ça ait d'impact sur ma santé et mes relations. Donc si on se dit, là, en fait, je suis au bout, et je porte ça à bout de bras déjà depuis des mois et ça peut lâcher d'un moment à l'autre ou dans 3 mois, je vais craquer. Ok, là, il y a urgence, quoi. Si on se dit, ok, je peux encore tenir 1 an ou 2 ans, le process sera un petit peu différent. Mais je pense qu'il y a cette notion d'urgence à prendre en conscience. Donc voilà, combien de temps tu peux tenir dans la situation. Et puis après, les 2 questions que j'aime bien poser, c'est imagine si tu changes rien dans ta situation, donc si tout reste pareil, c'est-à-dire en général si tout continue de dériver un petit peu vers le pire. C'est ça. Imagine-toi dans 1 an comment tu vas être. Voilà, comment tu seras toi, quelle sera ta santé, quel impact ça aura eu sur ton couple, ta famille, tes enfants, tes pratiques sportives, tes passions, ta créativité. Essaye de te visualiser dans ce moment-là, quoi. Et puis après, l'autre question que je pose, c'est maintenant, imagine que tu changes. Alors, souvent, les gens ne savent pas pourquoi ils veulent changer, mais imagine que tu changes pour quelque chose qui te convient. Et essaye de te projeter dans 1 an et imagine comment tu vas être. Voilà. Qu'est-ce qui va changer, comment tu vas être dans ta famille, dans tes cercles d'amis, dans ton équipe. Et ce petit côté-là d'aller voir un peu le pire et puis le meilleur, ça donne souvent un petit déclic en se disant, ok, c'est plus possible parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à m'écarter. Alors, on ne verra pas sur le podcast mes mains qui s'écartent un petit peu. Mais voilà, dans 6 mois, ça se sera écarté un petit peu plus. Et puis dans 1 an, encore un petit peu plus, jusqu'à ce que l'élastique il lâche. Donc ça, c'est un peu les 3 questions. Combien de temps tu peux tenir? Imagine-toi dans 1 an si tu n'as rien changé. Imagine-toi dans 1 an si tu as trouvé la vie que tu voulais.
Et après, peut-être le conseil que je donne, c'est il faut prendre la décision du changement. C'est-à-dire se dire, je m'engage dans un process de changement. Je ne sais pas comment, je ne sais pas encore quels sont les outils, qui va m'aider, mais à partir de maintenant, je vais faire des petites choses dans mon quotidien ou dans ma semaine pour changer. Et là, il y a le déclic. C'est-à-dire quand la personne, elle s'est dit, OK, maintenant, je fais des choses, je vais chercher des outils, je vais discuter avec des gens, je vais voir un coach, je vais voir un psychologue. Là, les choses, elles changent. Et quand les choses, elles commencent à changer, tu as des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Et puis, je pense qu'il faut se faire aider, c'est-à-dire que tout seul, c'est pas possible. Parce que ton cerveau, il te ramène toujours à la sécurité, à ce que tu connais. Voilà. Voilà. Moi, je l'ai vécu. On dit en coaching, il y a une petite phrase qui dit le coach, c'est la troisième force. Donc, tu as toujours une force qui veut tirer vers l'arrière, c'est-à-dire quand tu as envie de changer, va te dire non, mais change pas. Moi, dans ma petite tête, c'était attends, t'as un super job, t'es très bien payé, t'as une voiture de fonction, un téléphone de fonction, un joli costard, t'as du pouvoir dans l'entreprise, tu peux pas lâcher tout ça, Roland. Tu vois, la petite voix là qui te dit voilà, change pas. Et puis t'as l'autre voix qui te dit bah non, mais là tu vois bien que t'es plus bien, il faut changer, il faut aller vers autre chose, il faut que tu accompagnes ce changement. Et ces deux forces, souvent, elles s'annulent quand on est dans ces situations-là. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui fait pencher la balance. Et il y a des méthodes, tu vois, en PNL, moi j'ai découvert ça, je me suis dit, mais waouh, en fait, la conduite du changement, c'est super structuré, c'est-à-dire que, voilà, moi j'aime bien la conduite du changement, donc voilà, il y a une stratégie, hein, mais c'est point 1, tu fais ça, point 2, tu fais ça, point 3, tu fais ça, 4 ça, 5 ça, 6 ça. En fait, c'est tout écrit déjà, donc tu as juste à suivre ça. Donc c'est facile de changer, mine de rien, une fois que tu l'as décidé. Tant que tu n'as pas décidé, il se passe rien, quoi. Ouais, une fois que tu l'as décidé, je pense que tu as bien fait d'insister sur l'accompagnement. Je pense que parfois être accompagné, c'est juste essentiel. Peu importe par qui on choisit d'être accompagné, mais juste pouvoir avancer avec quelqu'un qui est là pour un peu comme un guide de montagne. On en revient à cette belle métaphore. Et moi, tu vois, je suis doué en montagne, ça fait des décennies que je fais de la montagne, mais parfois, pour aller à un sommet qui est un peu plus dur, je vais appeler un guide en lui disant, voilà, celui-là, il est un peu plus dur que ce que je sais faire, accompagne-moi. Moi, je suis coach, les outils, je les connais. Hein. Et des moments, dans certaines situations, j'appelle un confrère en lui disant, écoute, c'est tout emmêlé dans ma tête, on se prend une heure ensemble et tu me démêles tout ça, mais j'ai besoin de ton aide. Donc, même quand on connaît les outils, les appliquer à soi, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Voilà. Toi, dans le fait de parler, d'exprimer, d'être écouté. Voilà. Et moi, je vois c'est génial parce qu'il y a toujours, souvent les personnes, elles viennent, elles sont fatiguées, tu vois. C'est dur d'avoir de l'énergie du changement quand tu es fatigué, tu es épuisé, ça fait déjà 2-3 ans que tu traînes ça. Donc il y a toujours le début qui est un peu dur, donc on porte le sac à dos, tu vois, si on était le guide, voilà, on prend le sac à dos de notre client et puis on le porte. Et il y a toujours un moment, mais c'est un claquement de doigts, tu vois. Je sais pas, il y a une phrase, une prise de conscience vers la 2-3e séance. Et là, tu te dis, OK, je peux lui redonner son sac à dos parce que là, il y a eu le déclic et maintenant, il va marcher tout seul, il va aller à son objectif et moi, j'ai presque plus rien à faire, quoi. Donc voilà, ayez confiance dans ce process de changement. Il fait un peu peur au début, mais voilà, c'est que des belles étapes, quoi. Merci infiniment Roland pour tout ça, pour tout ce que tu as pu nous apporter. Tu exerces en Haute-Savoie à Annecy. Est-ce que ça t'arrive de faire des consultations en visio si des personnes voudraient te contacter ? Oui, je fais aujourd'hui. Alors, j'ai quand même une bonne partie de mon activité qui est en présentiel parce que j'aime bien être physiquement avec les personnes. C'est partie aussi de ce que j'aime en termes de fonctionnement, mais oui, je fonctionne beaucoup en visio aussi. Et on voit qu'aujourd'hui c'est très très efficace. On a tous pris l'habitude de fonctionner comme ça. On a beaucoup plus de finesse dans nos relations en visio on parlait du Covid, tu vois, en 2020, les premiers Zooms, c'était la catastrophe. Voilà, aujourd'hui, tu vois, on aurait été ensemble. Ça n'aurait pas forcément changé beaucoup de choses et voilà, ça permet d'accéder à quelque chose qu'on n'aurait pas fait sinon. Donc c'est un bel outil et je pense qu'il faut l'utiliser aussi. Ok, super. En tout cas, voilà, je laisserai toutes tes coordonnées, tes conseils, enfin voilà, tout ce que tu peux nous apporter en barre d'infos pour les personnes qui souhaitent bénéficier de tes services et de ton très bel accompagnement. Merci infiniment, Roland. J'ai été ravie de partager tout ça avec toi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire
vos ressentis suite à cet épisode. Merci Roland. Et j'ai quand même un petit mot pour finir, je te casse ta conclusion habituelle. C'est que je voulais quand même te féliciter pour ton parcours, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Et je ne sais pas si tu te rappelles, au tout début, tu étais venu me voir un jour et tu m'as dit, tu sais Roland, je crois à une certaine manière de transmettre le yoga, donc ce que tu fais aujourd'hui, mais tout le monde me dit que ça ne va pas marcher. Et ben aujourd'hui, je pense que tu peux être sacrément fier de toi, de tout ce que tu mets en œuvre, voilà, ton podcast, tes vidéos, ton Instagram qui est génial aussi parce qu'il est super accessible, il est toujours hyper concret et pragmatique. Et franchement, ça me fait plaisir voilà, de te connaître et d'avoir eu cet échange avec toi parce que tu fais partie des personnes qui m'inspirent aussi dans le monde du yoga. Je suis très émue, Roland. Si vous me voyez, j'ai beaucoup rougi. Merci beaucoup parce que toi aussi, tu m'as beaucoup accompagnée et peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous partager quelque chose. C'est grâce à toi, Roland, que j'ai eu un cours en entreprise qui m'a tout changé. Je pense que ça a été aussi le début de ma réflexion sur l'ergothérapie, etc. C'était parce que tu m'avais fait rencontrer cette entreprise qui s'occupait de la qualité de vie au travail. J'ai eu une formidable aventure avec eux et donc voilà, donc il y a de très belles rencontres, de très belles opportunités. Je pense qu'il ne faut pas les louper dans la vie. Bon, merci. Merci. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.